mai 1942. Montréal, la métropole du Canada, fête son 3e centenaire. Sur la place d'Armes, où se dresse la fière image de Chomédé de Maisonneuve, les Montréalais rendent hommage aux vaillants fondateurs de Ville-Marie. Civils et militaires vivent dans un recueillement ému cet instant solennel où s'achèvent 3 siècles d'histoire. En ce jour de souvenir, le maire de Montréal, M. Adhémar Reynaud, rend visite aux nombreuses institutions dont la fondation remonte au début de la colonie et qui, pour une large part, dirigèrent son expansion. Accompagné de son Excellence Monseigneur Chaumont et de quelques autres dignitaires, son honneur s'arrête à la maison mère de la congrégation Notre-Dame. Ce geste exprime tout le respect et toute l'admiration qu'ont les Montréalais pour les dames de la congrégation. Ils connaissent bien l'histoire de leur fondatrice, Marguerite Bourgeois. Ils vénèrent la mémoire de cette fille de France qui organisa la première école de Ville-Marie et fonda une congrégation qui aujourd'hui rayonne par toute l'Amérique. Il était juste que les fêtes religieuses du tricentenaire fussent marquées d'un éclat sans précédent, car les historiens ne parlent-ils pas du miracle de Ville-Marie, miracle de foi et de confiance, opéré par ces âmes d'élite qui formèrent la Compagnie de Montréal. Aussi, les Montréalais se souviendront toujours de la grandiose manifestation qui les réunissait au pied du Mont-Royal par ce radieux matin de mai, où la messe fut célébrée par son éminence le cardinal Villeneuve, primat de l'Église canadienne. Pour la première fois dans l'histoire de la métropole, une foule dépassant de beaucoup le demi-million, venue de toutes les parties de la province, aussi bien que de l'étranger, se pressait au parc Jeanne-Mance. Un grand frisson d'émotion parcourut l'assistance, pour qui cette fête était une action de grâce, en même temps qu'une pieuse évocation de la simple cérémonie qui marquait la fondation de Ville-Marie. Il y a plus de 4 siècles que Jacques Cartier dressa une croix en terre d'Amérique. Les Indiens guerroyaient sans cesse contre les nouveaux arrivés. Mais ces hommes et ces femmes de France
se taillèrent une place dans la brousse et la défendirent vaillamment. Ils défrichèrent le sol et dans la terre neuve semèrent du blé. Va donc ouvrir, Pierre. Ce doit être le guetteur. Bonsoir Clément. C'est toi qui fais le thé ce soir? Oui, monsieur Méry. Et si vous le voulez bien, vous pouvez me chauffer un peu à votre feu. Mais comment donc? Tu sais que tu es bienvenu chez moi. Bonsoir, monsieur Ménard. Asseyez-vous dans le moment. Ah, ce n'est pas l'envie qui manque, je vous assure. Surtout en si bonne compagnie. Mais je repars tout de suite. Le temps de me dégourdir les doigts. Justement, j'ai un petit rhum là, fait exprès pour les soirées un peu fraîches. On va un verre. Et tu verras. Avec plaisir. Et comment va le défrichement, monsieur Méry? C'est dur, mais ça avance. Si les Iroquois nous laissent la paix, j'espère qu'au printemps, je pourrai ensemencer 3 arpents. 3 arpents? Est-ce que vous avez dû travailler pour en être rendu là? J'ai fait comme tous les autres. Salut. Salut bien. Sur une île, au confluent du Saint-Laurent et de l'Outaouais, Chomédie de Maisonneuve et ses compagnons fondèrent Ville-Marie. Derrière eux se dressait le Mont-Royal. À leurs pieds, le grand fleuve roulait ses flots jusqu'à l'océan, jusqu'aux rives de France. Mais à mesure que les colons s'aventuraient plus avant dans les terres inconnues du grand continent, la compagnie se transformait en un centre de commerce. Ville-Marie devint Montréal, où la gaieté et les traditions de la vieille France se mêlent aux énergies vigoureuses de la jeune Amérique. Son histoire est empreinte de courage et de grandeur, et son peuple en est fier. La parade de la Saint-Jean-Baptiste, en 1942, en fit revivre les plus belles pages. La grande figure de Paul Chomédie, sieur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie, domine la fête. Au nombre de ses compagnons se trouvait Jeanne Mance, dont le dévouement inlassable soutenait le courage des colons de la première heure. Sans cesse, il fallait monter la garde contre l'Iroquois cruel et infatigable. Au jour d'épreuve, les pionniers demandaient humblement la protection et le secours de la Providence. Lors de la première messe, célébrée sur l'île de Montréal, le père Vimont, après avoir rendu grâce à Dieu, dit ces paroles. « Messieurs, ce que vous voyez n'est qu'un grain de sénévé, mais je ne fais aucun doute que ce petit grain ne produira un grand arbre, ne fasse un jour des merveilles, ne soit multiplié et ne s'étende de toutes parts. Aujourd'hui, dans les rues étroites du vieux Montréal se dressent encore d'impérissables témoins d'un passé héroïque. Jeanne Mance avait nommé Hôtel-Dieu l'humble asile qu'elle offrait aux colons malades ou blessés. Son œuvre de charité s'est perpétuée jusqu'à nos jours, vivante expression de cette ardente foi qui animait les fondateurs de Ville-Marie. Sur la place d'Armes, centre nerveux de la cité,
s'élève le temple de Notre-Dame de Montréal, une des plus belles églises d'Amérique. Au jour de fête, le gros bourdon domine la clameur de la ville. À l'ombre de ces tours, le vieux séminaire de Saint-Sulpice résiste obstinément au poids des ans. 20 ans après la fondation de Ville-Marie, les Sulpiciens devinrent les seigneurs de l'île de Montréal et n'ont cessé depuis de jouer un rôle de premier plan dans la vie religieuse et culturelle de la ville. La première église de Montréal, Notre-Dame de Bon Secours, se trouve à quelques pas de la place d'Armes, tout près du fleuve. C'est le sanctuaire de la Vierge des Marins, où les femmes de Ville-Marie, et plus tard celles de Montréal, demandaient à Marie de protéger leurs époux, leurs frères, leurs fils contre les dangers de la mer. Au marché Bon Secours, sur la place Jacques-Cartier, on y marchande en une langue savoureuse que la Nouvelle-France hérita de la mère patrie avec ses traditions et ses coutumes. Un quart de million d'enfants fréquentent les écoles de Montréal. Tout en s'adaptant au rythme accéléré de l'ère industrielle, la jeunesse montréalaise n'en demeure pas moins fidèle aux vieilles traditions du Québec. La vie économique du Canada se reflète dans l'activité intense de la rue Saint-Jacques, centre de la vie économique du pays. Sténos, banquiers, hommes d'affaires, lisent les dernières nouvelles mondiales, car l'industrie de la métropole doit pouvoir compter sur les marchés étrangers pour écouler son surplus de production. Les nouvelles sont publiées en anglais et en français, car les deux langues sont parlées couramment à Montréal. La rue Sainte-Catherine est le grand artère commercial de la ville. 1/10 de la population totale du Canada y circule. Après la cession de 1760, Français et Écossais travaillèrent côte à côte pour faire de Montréal la plus grande ville du Canada. Dans les deux guerres mondiales, les gagnants ont marché avec les McDougall, les MacDonald avec les Tremblay. Au pied du Mont-Royal se déroule la grande rue Sherbrooke, dont les maisons nous rappellent que Ville-Marie n'est pas devenue une grande métropole sans passer par la période victorienne. Les hôtels particuliers, devenus maisons de pension ou magasins exclusifs, ont conservé leur dignité d'antan. La rue Sherbrooke est bordée de conciergeries, d'hôtels de grand luxe. La Galerie des Arts
l'association artistique municipale stimule une vie artistique intense. Arthur Lismer regarde une collection de dessins d'écoliers. La sculpture a de nombreux adeptes chez les Canadiens français. Les œuvres d'Elzéar Soucy s'inspirent de la Renaissance française, dont la tradition s'implanta au Canada au XVIIe siècle. De nombreuses églises canadiennes sont ornées des verrières de Flavien Saint-Pierre, qui applique des données modernes à un art antique. Sur la rue Sherbrooke se trouve aussi l'université McGill. Les jeunes gens qui la fréquentent viennent des quatre coins du continent. Son cours de médecine jouit d'une réputation internationale. Sur l'autre versant de la montagne se dresse l'Université de Montréal, centre vital de la pensée et de la culture latine en Amérique du Nord. L'oratoire Saint-Joseph domine le flanc du Mont-Royal. Les fidèles viennent témoigner de leur profonde dévotion à Saint-Joseph et de leur grande admiration pour le frère André, vénérable fondateur de l'oratoire. Chaque année, des milliers de pèlerins visitent l'oratoire. Les murs de la première chapelle du frère André portent de nombreuses plaques en remerciement de faveurs obtenues. Dans la crypte, où des lampions multicolores brûlent en hommage au patron du Canada, on conserve d'éloquents témoignages de guérisons miraculeuses. Le dimanche, la grand-messe est chantée par les pères de Sainte-Croix, gardiens de l'oratoire. En fin de semaine, les Montréalais se reposent. Par exemple, on peut aller au parc La Fontaine faire du canotage, à condition de savoir naviguer. On peut aussi se balader dans la montagne, à pied ou en carrosse comme des touristes. Car en plein centre de la ville, sur les flancs du Mont-Royal, un vaste parc couvre une superficie de 460 acres. Pas un Montréalais qui ne puisse se payer le luxe d'un dimanche à la campagne avec sa famille.
De l'observatoire de la montagne, on domine la ville et les environs. À perte de vue, ce sont des maisons, des églises, des usines. Au-delà, ce sont les quais et le grand fleuve qui conduit à la mer. Par une journée claire, on peut voir les montagnes du Vermont et la silhouette estompée des Adirondacks. Sur le versant ouest se déroulent les boulevards de Westmount, dont les maisons sont bâties sur le roc, car toute la ville s'élève sur une série de plateaux qui marquent les différents niveaux qu'atteignit la mer Laurentienne à l'époque glaciale. Bien qu'une des plus anciennes villes d'Amérique, Montréal n'en est pas moins une cité moderne. Les progrès de l'aviation en ont fait un centre aéronautique important et sa position géographique lui réserve un rôle vital dans ce domaine. Déjà par voie des airs, Montréal n'est qu'à 1 heure de la capitale, qu'à 2 heures de New York, qu'à 7 heures de Terre-Neuve, qu'à moins d'une journée de l'Ouest et de la côte du Pacifique. Montréal est relié directement par la voie des airs avec les régions les plus reculées du pays, ainsi qu'avec les principales capitales du monde. Des prairies et des forêts canadiennes, d'immenses richesses se dirigent vers Montréal. 50 millions de minots de grains des plaines de l'Ouest sont expédiés à Montréal par voie ferrée et par bateau chaque année. Le rendement du sous-sol canadien, riche en minerais précieux venant de l'Ouest par les grands lacs, des villes et des villages du Nord et de l'Est, converge vers la métropole, d'où rayonnent 2 réseaux de chemins de fer transcontinentaux. Ces matières premières sont transformées dans les usines de la métropole en produits de consommation destinés au commerce international. Ces importantes fabriques de peinture répondent aux besoins pressants de l'industrie du bâtiment. L'industrie lourde établie sur l'île de Montréal y a favorisé le développement d'aciéries qui comptent parmi les plus imposantes du pays. La guerre a fait de Montréal un important centre de construction maritime. Dans les nouveaux chantiers du Saint-Laurent, on construit des corvettes, des contre-torpilleurs et des bateaux marchands jaugeant 10 000 tonnes. Dans le port, les cales sont chargées à pleine capacité des produits d'une terre fertile et généreuse à destination de l'Europe, de l'Orient et de l'Asie. Le rôle éminent que joue Montréal dans la vie économique et industrielle du pays est dû en grande partie à sa position géographique. Relié à la mer par le Saint-Laurent, ainsi qu'au Grand Lac et au cœur du continent par un admirable système de canaux, Montréal, inévitablement, devint le plus grand port de mer du Canada, le 2e en importance de toute l'Amérique. All right.
Forgée dans le feu de 2 guerres mondiales, l'industrie du Canada a fait de ce pays jeune et riche encore de promesses la 4e puissance productrice du monde. L'immense contribution de la métropole à ce titre de grandeur fait l'orgueil de son peuple et l'espoir de ses enfants. Aujourd'hui, réalisation grandiose du rêve de Paul Saumédé de Maisonneuve, Montréal a mis toute son énergie et toutes ses ressources au service de la paix dans l'abondance. Concordia salus, le salut par la concorde. Fidèles à leur devise, les citoyens de Montréal, s'inspirant d'une histoire faite de courage et de confiance, ont uni leurs cœurs et leurs bras pour édifier, au bord du Saint-Laurent, une cité puissante et noble. Oui, le petit grain de Sénévé est devenu un grand arbre. Il a fait des merveilles et s'étend de toutes parts.